Bon. Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 28 juillet 2022. Grande nouvelle que je n'avais pas annoncée, c'est la dernière émission de la saison pour le candidat. Je vais expliquer un peu plus loin le pourquoi. Il va y en avoir d'autres émissions, mais durant l'été, la petite saison de juillet-août, l'émission de candidat recommence fin du mois d'août et se termine aujourd'hui. Mais Lux Média est ouvert à plusieurs projets et on va avoir l'occasion de se revoir. Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu. Il y en a qui m'ont posé beaucoup de questions concernant Gilbert. Gilbert, penses-tu qu'on va revenir avec le pass sanitaire? Je vais y revenir un peu plus tard là-dessus. L'autre question qui me revient souvent, Gilbert, penses-tu que la CAQ va tout faire pour garder le pouvoir? La question est générale, mais disons que la réponse elle va être plus précise que la question. Mais avant, ce qui est arrivé, pour la dernière émission de l'année, je n'aurais jamais pensé qu'on m'aurait donné un sujet aussi facile à parler dans les journaux québécois. On dit, on le voit-tu bien, c'est la fin pour Roe and Wade. Je pense que tout le monde a compris que le sujet que je veux commencer avec... Ah, déjà, ici, on parle d'un autre journal, ça. Journée... Oh boy. Journée noire pour les droits des femmes. C'est tout en fonction du jugement qui a eu lieu. J'espère que tout le monde est au courant. Je sais très bien que ceux qui écoutent l'émission de candidats sont pas mal au courant de ce qui se passe. Premièrement, disons qu'il y a des choses qui m'ont fait sourire. Je me permets de nommer aujourd'hui quelques journalistes ou chroniqueurs. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de moins en moins de journalistes ici au Québec. On parle de plus en plus de chroniqueurs. Ils donnent leurs opinions et ils écrivent des titres fantastiques pour peut-être provoquer les gens à lire. Mon ami Loïc Tassé, lui, considère que c'est un jugement digne des talibans. Puis là, je ne vous donnerai pas l'ensemble de ceux qui se sont prononcés concernant ce jugement-là ici au Québec, que j'appelle des chroniqueurs ou des gens qui ont... Le jugement a 213 pages. Il faut l'avoir lu pour le commenter. Deuxièmement, je ne comprends pas comment ça se fait. En plus, tiens, tant qu'à faire, je suis déjà rendu dans le milieu du journal. Lisez-moi ça. Comment est-ce qu'ils peuvent dire ça? Déjà, 9 États sont revenus en arrière. Si c'est pas pour faire lire des textes, là, c'est incroyable. Ou vendre du papier, je ne le sais pas. Ils n'ont pas lu le jugement. Puis je suis désolé d'en décevoir plusieurs. Je suis pro-choix. Je suis pour le phénomène de l'avortement. Puis c'est pas moi qui va vouloir revenir 50 ans en arrière. Par contre... Si j'essaie et si je veux me prononcer sur quelque chose, bien, je lis. Je lis pas les journalistes. Je lis le rapport qui a été... Le rapport, moi, j'appelle ça le jugement Samuel Alito. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des juges qui a déposé le jugement, qui a 213 pages, je le répète. Je vais le résumer, là, mais croyez-moi, ça ne prendra même pas 30 secondes. Ils mettent en évidence 3 choses dans ce jugement-là. Et c'est certain que tout le monde va se sentir visé de front dans les 3 positions que les 9 juges à la Cour suprême ont pris la peine d'expliquer avant, d'après ça, énumérer le pourquoi ce jugement-là. Je vous le lis, puis vous allez comprendre. Ça commence, là, bien clair. L'avortement présente un problème moral profond sur lequel les Américains ont des points de vue très opposés. C'est vrai. 1. Certains croient avec ferveur qu'une personne humaine naît à la conception et que l'avortement met fin à une vie innocente.
2. D'autres sont tout aussi convaincus que toute réglementation de l'avortement porte atteinte au droit d'une femme de contrôler son propre corps et empêche les femmes d'atteindre la pleine égalité. 2. 3. D'autres, encore et enfin, dans un troisième groupe, pensent que l'avortement devrait être autorisé dans certaines circonstances, mais pas dans toutes, et les membres de ce groupe, même à l'intérieur de ce groupe, ont des opinions diverses sur les restrictions particulières qui devraient être imposées. Quand on a lu ça, là, on a dit, OK, les juges ont vraiment cerné le problème et ça vise l'ensemble de la population. Vous pourrez réécouter l'émission. Vous allez voir que ce que je viens de lire, ça englobe tout le monde. Tout le monde est exactement là dans le problème. Et maintenant, quand je vois des Loïc Tassé, je vous les nomme pas tous, là, mais quand on me dit que c'est un jugement de taliban, puis qu'il y a déjà des États qui ont tout de suite coupé le droit à l'avortement, il y a une place qui parle de 9 États. Est-ce que tu as eu le temps, André, de prendre l'article qui parle de l'Utah? Bon. Pour aller en contrariété avec tout ce qui s'est dit, déjà, l'Utah ne veut absolument pas que ce qui est actuellement en loi dans l'État de l'Utah change. Il n'y avait même pas besoin de faire ça en passant. Mais voici la raison. Pourquoi je pense que l'Utah, et je peux vous dire que j'ai lu dans différents autres articles, et plusieurs États s'expliquent tout de suite en disant on ne touche à rien tout de suite avant un mois. La raison est simple. C'est que ce jugement-là, il faut comprendre, je vais y aller dans l'ordre, il faut comprendre que autant aux États-Unis qu'au Canada, ou que la plupart, pour ne pas dire tous les pays démocratiques, il y a 3 paliers. Tu as le législatif, ceux qui font les lois, l'administratif, ceux qui appliquent, et le judiciaire. Et ce qui arrive depuis, je dirais pas depuis 50 ans, parce que là, on parle d'un jugement qui a été fait en cour inférieure, en cour suprême inférieure au niveau d'un État, entre Roe et Wade. Et de plus en plus, on s'aperçoit que le politique s'en mêle. Là, des opinions de groupes. J'ai fait 2-3 émissions dans le passé concernant les fondations. Si vous saviez comment est-ce qu'il y a des fondations qui investissent pour tenter d'influencer la population dans différents États. Et c'est à ça que je veux que vous portiez une attention particulière. Les États qui sont considérés comme étant démocrates sont actuellement ceux qui font le plus de saccage, ceux qui font le plus de bris, nommez-les, là. Nommez-les, là, ça va être proche de briser des vitrines, puis faire des manifestations majeures, mettre le feu à des autos de policiers, nommez-les. Pas mal toutes dans des États démocrates. Les États républicains, pour parler des deux côtés, parce qu'on le sait qu'aux États-Unis, c'est grosso modo le Parti démocrate ou le Parti des républicains. Le Parti des républicains, je serais d'accord avec quelqu'un qui me dirait « Ouais, il peut y avoir moins de manifestations parce que ce sont des gens un petit peu plus pro-vie. » Je suis obligé d'être en accord avec ce que vous dites. Sauf que, pour en revenir au jugement, c'est, à mon avis, un excellent jugement. Premièrement, c'est 9 juges de la Cour suprême. Il faut comprendre qu'ils ne sont pas arrivés là en finissant leur étude à Yale ou un an après, ils sont nommés à la Cour suprême. Non, disons qu'ils ont un bon 25-30 ans d'expérience en tant qu'avocat. Ils en ont vu d'autres et ils sont 9 à en discuter. Il y en a 6, si je ne me trompe pas, sur 9 qui ont dit... et c'est ça le jugement. Non. Non, on ne touchera pas à ça. Et
contrairement à différentes personnes, une personne qui travaille au niveau légal, c'est trop plus long à s'expliquer. 213 pages. Mais une fois qu'on l'a lu, le 213 pages, on se recule et on essaye de comprendre le sens de ça. Et le sens est très, très, très simple. La Cour suprême vient de dire aux élus, montez pas ça au niveau judiciaire par l'entremise de la Cour suprême. Mettez ça, et c'est notre intention, faites-le au niveau des élus dans chaque État. Rapprochez-vous du peuple et le peuple va pouvoir voter, va pouvoir prendre en compte qui est le représentant dans mon État, qui je vais mettre au pouvoir. Coïncidence. Et ça, c'est une coïncidence. Je n'essaye pas de dire que la Cour suprême a fait le timing parfait. Non, mais le timing est parfait. Il y a des élections au mois de novembre aux États-Unis. On appelle ça des midterms. Les midterms, là, c'est aux 4 ans, c'est-à-dire 2 ans après l'élection générale pour le président des États-Unis. Sauf que le midterm, l'ensemble de la Chambre des représentants s'en va en élection. C'est le temps. Tous les États américains, tous les représentants s'en vont, bonne expression québécoise, au bat. C'est le temps, là. Ça va être frais dans la mémoire de tous les citoyens américains. Ils vont y penser. Ils vont dire qui on va mettre là pour nous représenter au Congrès, à la Chambre des représentants. Mieux que ça, le tiers des sénateurs au Sénat tombent également en élection. C'est le temps. C'est le temps de voter. C'est le temps. Et là, je n'essaie pas d'insulter les Américains. Ici, je l'ai déjà dit dans une autre émission, à Montréal, on vote à 38 de la population vote. Aux États-Unis, quelquefois, ça dépasse 50 Bon, bien, levez-vous debout et allez voter. C'est le temps si c'est majeur. Si vous considérez que c'est un droit, que ça devrait être dans la Constitution, il y a même des gens en France qui en ont parlé. Ils ont dit, ah ben non, il ne faudrait pas que ça arrive ici. Ça devrait être dans la Constitution. L'avortement devrait être un droit. Ça, je suis moins sûr, mais en tout cas, il y en a qui vont jusqu'à ça. Moi, j'appelle ça, il y aura toujours des extrêmes. Il y aura toujours des extrémistes dans les deux camps. Mais il faut bien réfléchir au jugement. Je veux rester sur le jugement. Je répète, c'est quelques 200 pages, ça va à peine. Ça se lit très bien. Il y a beaucoup de... Évidemment, au niveau légal. Mais, ce qui se dit, quand on le termine puis qu'on l'évalue correctement, ou je pense qu'on peut... on est capable de se faire une tête avec ça, c'est simple, c'est... Il y a d'autres choses qui se passent des deux côtés, OK? Il y a le côté, là, que... Ceux qui ne sont pas d'accord, c'est éclairant. Hey, Loïc Tassé, dans le Journal de Montréal, il dit que c'est un jugement digne des talibans. Ah, ben, c'est dit qu'il faut que tu en dises des... Il y a des extrémistes. Bon. Et tu as de l'autre côté, pour arriver à ce jugement-là, pour arriver à ce raisonnement-là, pour arriver avec ça, il y a une partie de la population qui dit « Oh, l'avortement, ça va jusqu'à où? » Et c'est là qu'il faut le prendre en ligne de compte. La vie commence quand? 12 semaines, 13 semaines, 14 semaines, 15 semaines, 16 semaines. Je vous ferai remarquer que, bien qu'il y en a qui disent que non, c'est pas vrai, vérifiez comme il faut. Il y a des gens qui disent, l'avortement pourrait aller jusqu'à 20 semaines, 21 semaines, 22 semaines, 23 semaines, partez pas à rire. Il y en a qui veulent aller le plus loin possible. Quasiment une semaine avant la naissance. Là, de quel côté qu'on va pencher? Moi, qu'on me dise, Gilbert, on met ça dans la Constitution. Ça devient constitutionnel et c'est intouchable. Une femme peut se faire avorter. OK. Et là, c'est à combien de semaines? La vie commence quand? N'oubliez pas, là, il y a d'autres... Il y a tellement de choses à prendre en considération que le comique qui dit que c'est un jugement de taliban devrait le lire, premièrement, puis deuxièmement... Au lieu de traiter les Américains de tous les noms,
Dites-vous que pour moi, là, les Américains, c'est probablement la meilleure... C'est là où il y a les meilleures choses qui peuvent arriver et les pires. Alors, je ne commencerai pas à évaluer ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Je le sais que des fois, je ne suis pas d'accord, puis il y a des fois, je me dis, mon Dieu, qu'ils sont brillants. Mais là, d'aller dire que ce jugement-là, ben, je vais terminer là-dessus. Vous vérifierez que tous les gens qui font des grandes manifestations, c'est des États démocrates. Pas besoin de parler de l'Illinois. Je pourrais vous en parler. J'ai une petite liste ici, là. Je pourrais vous parler de l'Illinois. Je pourrais vous parler de Californie, New York, l'Oregon, Washington, juste au sud de la Colombie-Britannique, aux États-Unis. Peut-être même Minnesota, là, je n'ai pas vérifié, mais c'est drôle, c'est tous des États démocrates, c'est là qu'il y a le plus de manifestations, puis sont en train de tout briser, puis sont en train de dire que là, les États-Unis reculent de 50 ans. Faites bien attention. Faites bien attention, parce qu'à un moment donné, il y a de la population qui va se lever debout, puis qui vont dire « wow, 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 wow ». Je pense que je ne voterai pas démocrate ce coup-là, je vais voter républicain. Moi, si j'étais... Je ne sais pas. Je ne le sais pas, mais j'ai bien l'impression que les médias, là, que j'appelle malheureusement de plus en plus vers la gauche, sont en train de faire mal à leur propre cause. Lisez le jugement, regardez-le correctement. Les 9 juges ont évalué 3 points très précis et je pense qu'ils l'ont résumé. Et après ça, ils ont dit « montez pas ça à notre niveau ». Vous êtes en train de politiser quelque chose et on parle de droits humains, on parle de... Je répète, moi, je suis pro-choix. Moi, l'avortement, j'ai aucun problème avec ça. Mais je m'en porterai pas si j'ai pas lu le jugement, là. Puis je l'ai lu, puis je me dis, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelqu'un qui essaye de pousser sur un agenda. Coïncidence des élections au midterm. Est-ce qu'on essaye de détourner l'attention? Il y a tellement de choses à évaluer aujourd'hui en politique parce que c'est à mon niveau, à mon idée, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Je vous laisse soulever mon point parce que c'est la dernière journée. C'est la dernière journée du candidat, puis je voulais avoir quelque chose qui était facile, souriant et... Ouais, je pense que je suis tombé sur le mauvais sujet, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il fallait que je vous le dise. C'est la dernière, je répète. Je répète, il va y avoir cet été... Pas d'émission de candidat à partir d'aujourd'hui, c'est la dernière émission qui va revenir probablement à la fin du mois d'août, une semaine avant la fête du travail. Mais durant l'été, on a l'intention à Lux Média de vous rencontrer en personne et d'après moi, on va sortir pas mal. On va sûrement faire Montréal. Sûrement, je pense que déjà en Estrie, il y a déjà une activité qui est prévue au début du mois de juillet avec Ken Pereira. Vous rappelez-vous de Ken Pereira, celui qui se promène les cheveux au vent? C'est ça, avec André Pitt qui vont aller dans l'Estrie. À Montréal, je vais être là souvent, pour ne pas dire généralement. Peut-être même à l'extérieur, on va se promener. Lux Média, on va se promener. Je remercie tous ceux qui ont écouté l'émission de candidat, tous ceux qui l'écoutent régulièrement, tous ceux qui encouragent Lux Média, tous ceux qui font des dons. Et je sais qu'actuellement, on est en direct avec Lux Média. Ceux qui veulent un super chat, je ne connais pas ça trop, mais je sais que le technicien va me dire s'il y a quelqu'un qui a des questions, commentaires ou quelque chose, c'est le temps, vous pouvez le faire. Je continue. La CAQ veut garder le pouvoir. Ça, c'est une autre histoire. Je l'ai trouvé tellement drôle. Les élections ont lieu le 3 octobre. Moi, mon plaisir, c'est, il y a 4 ans, j'ai fait des prédictions. Et je ne sais pas, j'ai acheté un billet de 6,49 en même temps. Et je suis tombé pile sur le résultat final. Pendant que tous les médias disaient « Non, le libéral va rentrer minoritaire. Ça serait très, très, très étonnant que la CAQ rentre minoritaire. » Mais c'est peut-être possible. Ça, c'est le plus loin qui allait. Moi, je suis arrivé avec un chiffre en plein dans le mille. J'ai dit « Ça va être 4 majoritaires. Asseyez-vous dessus. Tant qu'à faire, asseyez-vous. Et ça va être réglé. » C'est ce qui est arrivé. Fait que là, j'ai dit « Oh, je vais me réessayer. » Je pense que je suis en avance. Normalement, je fais ça la première émission du candidat, parce que là, ça va être en septembre. Puis là, les élections, c'est en octobre. Je vais être un mois et demi d'avance. Moi, je vous le dis tout de suite. J'ai déjà dit il y a quelques mois, même si le Parti conservateur du Québec gagne en prestige,
Quand je dis prestige, je veux dire en pourcentage de vote. Je ne pense pas que ça va changer quelque chose et je prévois que le gouvernement, la CAQ actuelle, va demeurer au pouvoir, mais non seulement avec 75 députés, ils vont aller friser le 90. J'ai même approché à un moment donné, j'ai dit, ça se peut qu'ils se rendent à 95, mais ils n'iront pas jusqu'à 100. C'était mon chiffre. Mais je disais, déjà là, à 95, dites-vous qu'au Québec, là, ça tombe majoritaire, top, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, je sens que c'est drôle. Moi, c'est drôle. Le 2 ans de confinement et de grippe chinoise a fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à réfléchir, dire « c'est ça, un petit peu plus d'autorité que d'habitude. C'est ça, un petit peu moins de liberté. » Puis il y a des gens qui ont commencé à penser. Évidemment que les médias ne seront jamais pour un nouveau parti. Même si le Parti conservateur du Québec existe, ça n'a jamais été un parti qui a été le vent dans les voiles. Et les médias aiment bien recevoir là, 10, 15, 20 millions par mois là, du gouvernement du Québec en publicité pour... faire la promotion, il faut se faire vacciner, Donc, c'est difficile d'ébranler un gouvernement en place qui donne de l'argent à tour de bras. Et là, je parle juste du provincial. S'il fallait que je parle du fédéral, là, c'est pire. Mais tout ça pour dire que ça va être dur pour le Parti conservateur de faire des percées. Mais, je répète, c'est la dernière émission, puis tant qu'à faire, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous saluer. S'il vous plaît, en passant, si ça vous tente, cliquez donc sur le pouce en l'air. Ça fait plaisir à Lux Média. Ça me fait plaisir. Ça vous coûte rien et ça nous aide à faire propager l'émission et Lux Média. Tout ça pour dire que moi, c'est drôle. Je répète, on est le 28 juin. Moi, je pense que le Parti conservateur du Québec en place 1 ou 2 au moment où je vous parle. Ce n'est pas ma prédiction complète et totale. Là. Je ne veux pas parler de Québec solidaire, Parti libéral, Parti québécois et tous les partis. Là. Je veux juste vous dire que je regarde ça aller. Il y a eu 3 nouveaux candidats, si je ne me trompe pas, ça arrive sud, 2, 3 nouveaux à Montréal encore. M. Duhem fait un travail difficile et, croyez-moi sincère, je sais de quoi je parle. Faire le tour, c'est grand le Québec. Faire le tour, rencontrer des gens, essayer de les convaincre. En tout cas, il fait sa job et j'ai l'impression. Moi, c'est drôle. C'est drôle de... Il me dit non. Autant je disais il va aller chercher un pourcentage, mais il n'ira pas chercher d'élus. Je pense que là, il fait une percée. On verra. Ça va être sûrement plus à l'est de Trois-Rivières. Ça va être pas mal plus difficile en s'en venant vers Montréal, mais à l'est de Trois-Rivières. Autre chose que j'ai lu et que j'ai fait un suivi là-dessus, déjà en Europe, en Allemagne, surtout en France, on parle déjà de passe sanitaire obligatoire à partir du mois d'août, parce que, coïncidence, les élections ont eu lieu au mois d'avril pour la présidence. Au mois d'avril, il y a eu un éclatement incroyable du virus. En fait, c'est le B4, B5, peut-être B6, B7, là, je ne sais plus à quel chiffre ils sont rendus, là, ça en est hallucinant. Mais après, pendant les élections en France, ça avait quadruplé, quintuplé, là, c'était incroyable. Incroyable, le niveau de gens qui attrapaient. Si je ne me trompe pas, c'est un variant de Omicron, le dernier. Parce que là, il ne faut pas qu'on change de chapitre. Là. Il faut qu'ils vous gardent dans le même... Il faut qu'on soit conservé dans le même chapitre. Fait que là, on était rendu à Omicron, si tout le monde se rappelle. Fait que là, on continue, puis là, ce serait des variants d'Omicron. Et il y a eu un gros éclatement pendant la campagne électorale, juste au début de la campagne, jusqu'à la fin de la campagne du président en France, qui a été réélu. Personne n'a parlé de ça. Personne. Là, on est rendu au mois de juillet. Là, il est confortablement assis. L'Assemblée nationale a été élue en France. Coïncidence, ce matin, hier ou avant-hier, déjà, on est le 28 juin, il en parle pour le 1er août.
Et comme vous savez, l'Europe va amener ça vers le Québec. Il en parle déjà. C'est pas mal déjà réglé. La passe sanitaire va être obligatoire. Là, j'ai hâte de voir ça, moi, là. Là, celui qui a rien qu'un vaccin, ou celui qui en a deux, y a-tu une passe, y a-tu pas de passe, son vaccin, y est-tu bon ou y est-tu pas bon? En passant, c'est le même vaccin que celui de 2019. Là, vous essayerez de m'en faire comprendre. Je l'ai déjà dit ici à l'émission, n'oubliez pas que le B11A7 alpha, c'était le SARS-CoV-2, celui-là. Mais là, après ça, il venait de l'Afrique du Sud, le B1351 aussi. Lui, c'était le bêta. Après ça, il y a eu le gamma, le P1 qui venait du Brésil. Après ça, de l'Inde. Après ça, il en est revenu un autre, le gamma P1 du Brésil, effectivement. Puis l'autre, c'est le alpha B, le B117 du Royaume-Uni. Là, je ne sais pas d'où ce qui vient. Là, je ne le sais pas. Tout le monde s'est vanté que plus de 80 de la population était vaccinée. Tous les gens qui sont en médecine, en recherche, en peu importe le domaine relié au virus, disaient qu'une population vaccinée à plus de 55 fait en sorte qu'un virus disparaît lentement. Ils ont changé d'idée, à un moment donné, ça a monté à 65. Après ça, 70. Après ça, 75 Au Canada, ça a l'air qu'on est vacciné à 91 En France, à 80 Tout le monde a dépassé ce chiffre-là. Je parle de l'Occident, l'Europe, Canada et... Mais ça a l'air que... Il semblait aussi qu'il manquait de pep. Il manquait de pep, il fallait qu'il arrive quelque chose. Je suis bien content, moi. Bien content qu'au moins, on va faire en sorte qu'il y a du monde qui vont avoir autant de plaisir que moi d'en parler. Je pensais qu'on n'en parlerait plus de ça. Ben non. En passant, il n'y a plus de grippe. Il n'y en a plus. J'ai parlé pendant les 2 dernières émissions. Je répète, c'est la dernière émission de l'année. Merci à tous ceux qui ont écouté durant la saison, automne, hiver, printemps. Dernière émission, on recommence au mois d'août. J'ai parlé au cours des 2-3 dernières émissions des grandes tentacules des hommes les plus riches au monde qui prenaient de l'argent, qui la mettaient de côté puis qui essayaient de partir des fondations pour essayer d'influencer des gens. J'en avais oublié un, ça me fait plaisir de lui dire bonjour, Ellen. Ellen, c'est un plaisir de te saluer et c'est un plaisir de te dire joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Elon Musk. Il est né à Pretoria, en Afrique du Sud. Pour ceux qui ne le savaient pas. Le 28 juin 1971. Aujourd'hui et depuis le début de l'année 2022, j'ai fini l'émission en disant et en posant une question. Le technicien va allumer son micro ou, ben non, il ne répondra pas. Tout à coup, il est gêné de répondre. Mais vous avez le droit d'essayer d'y répondre ou d'écrire des commentaires sur YouTube, parce qu'on va être sur YouTube. On est en direct actuellement sur Lux Media. Merci à tous ceux qui font des dons. La dernière question de la saison. Je cherchais quelque chose, je cherchais un des métaux rares, pas rares, mais qui était nécessaire dans plusieurs choses quand on développe, dans le développement économique, dans les infrastructures. Le fer. Le fer. Quels sont les 10 pays les plus grands producteurs de fer au monde? Hein? Ken, pas Ken, André. Peux-tu essayer des réponses? T'as le droit d'être... Ah, ben, je peux pas en trouver bien d'après moi, mais garantie la Chine et les États-Unis. T'es bon. Quoique les États-Unis, peut-être avec Biden, ça a pris une débarque, là, mais avec Trump, ils sont devenus très forts dans le fer. Effectivement. Je dirais le Canada doit être très gros. Effectivement. Mon Dieu, on a un technicien qui... Après ça, je me risque pas. Vas-y, quoi? Après ça, j'ai aucune réponse logique. OK, je vais te faire un deal. En passant. Celui que j'appelle amicalement le technicien, le régisseur, le producteur, celui qui s'occupe de l'émission, le candidat. Croyez-moi sincère que durant l'été, on va avoir l'occasion d'être face à face. Et je ne veux pas en dire trop. Une émission va avoir lieu le mardi
à 19 h, ce ne sera pas le candidat, au cours de l'été, et on va se promener, généralement à Montréal, dans différents endroits, et les gens peuvent venir souper, peuvent venir nous accompagner, peuvent venir écouter en direct. Et le technicien que vous entendez, André Pitre, va être évidemment présent. Je répète, Ken Pereira, les cheveux au vent, va être présent. Yann Rochdy, ceux qui ne le connaissent pas, Yann va être là. Je pense que ça va être une émission qui va être éclatante. Écoute, il va falloir que tu ailles dans le village gay pour avoir une plus belle brochette que ça. Ça va être... ça va être une émission, disons, éclatante durant l'été. Et on verra qu'est-ce qu'on... On ne sait jamais ce qui va arriver d'ici cet automne, mais c'est une émission qui va durer pas mal tout l'été. Alors, pour en revenir aux producteurs de fer, numéro 1, l'Australie. Et on parle de 918 millions de tonnes. Le Brésil, 404. La Chine, tu avais raison, André, 351 millions de tonnes. L'Inde, 238. La Russie, 97 millions de tonnes. L'Afrique du Sud, 72 millions. L'Ukraine, on dit souvent l'Ukraine est producteur. Effectivement, 63 millions de tonnes. On est loin de l'Australie, Brésil, Chine, Inde, mais c'est pas grave, c'est la 7e. Le Canada, effectivement, le Canada, 58 millions de tonnes. Les États-Unis et finalement la Suède avec un 35 700 000 tonnes. Je vais faire un spécial, c'est la dernière émission. Ça m'a fait plaisir de vous voir toute l'année et j'apprécie énormément les questions et les commentaires que vous posez sur YouTube. Je suis également sur Facebook et Twitter et je lis les questions, je lis les commentaires. Et s'il y a quelque chose qui est intéressant, croyez-moi que j'essaie de la passer dans une émission qui va suivre. Et même s'il n'y a pas d'émission Le Candidat cet été, parce qu'il va y avoir une émission spéciale à tous les mardis à 19 h en direct à différents endroits, vous allez être avisés. Je vais prendre en considération les questions et les commentaires et je vais en parler aux collaborateurs de l'émission. Étant donné que c'est la dernière émission, je pose encore une fois une question parce que j'en avais une de trop cette année qui va vous faire sourire. Moi, elle m'a fait sourire celle-là parce qu'on vient d'avoir un jugement concernant l'avortement. Où est-ce que il y a le plus d'enfants par femme? Étant donné qu'on a eu un jugement de la Cour suprême des États-Unis, la dernière question de l'émission Le Candidat de la saison, dans quel pays il y a le plus d'enfants par femme? Là, je sens que tout le monde s'est mis à songer, là, hein? C'est pas évident parce que... Le plus d'enfants dans les sociétés les plus confortables, c'est là où ils font le moins d'enfants. Ça, tu as soulevé un bon point. Ici, André vient de dire... Est-ce qu'on t'entend, André? Oui, là, j'ai ouvert le micro. Ah, bon, bien, les gens entendent André. André a fait un excellent commentaire. C'est que dans ce qu'on appelle dans les sociétés occidentales, les sociétés un petit peu plus à l'aise... Les sociétés où c'est le plus facile de faire des enfants, c'est là qu'il y en a le moins. C'est là qu'il y en a le moins. Ça, je suis entièrement d'accord. Donc, tu viens de pas mal éliminer certains pays. Donc, tu commences à comprendre... J'élimine toute, mettons, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, j'élimine le Japon. Je suis obligé d'éliminer la Chine parce qu'il y a une politique, en tout cas jusqu'à récemment. Effectivement, il y avait une politique, un enfant seulement par famille. Fait que c'est... faut que ce soit des pays peut-être musulmans, je sais pas trop. Bon, alors ceux qui ont eu le temps d'y penser, d'y réfléchir ou d'écrire un commentaire en bas pour essayer de me dire 2-3 pays dans ceux-là. Je nommerai pas le nombre d'enfants, mais je peux vous dire que au Niger... c'est 6,89. J'ai pas arrondi parce que c'est faire une moyenne, là. Fait que c'est 6,89 enfants par femme au Niger. En Somalie, 5,75. Au Congo, 5,69. Au Mali, 5,55. Au Tchad, 5,40. Angola, c'est juste en dessous de la République démocratique du Congo, 5,30. Le Burundi, 5,25. Le Nigeria, 5,14. L'Ouganda, 5,10. Et enfin, la Gambie, 5,2. Je te ferai remarquer, André, que tout ce que des pays que je viens de te nommer, là, c'est
en moyenne, le nombre d'enfants par femme, et le plus petit, c'est 5 enfants par femme, en moyenne. C'est tout en Afrique. C'est tout en Afrique, c'est ça. Ouais. Ça m'a fait plaisir et soyez assurés que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire l'émission. On revient au mois de septembre, peut-être à la fin du mois d'août, ça va dépendre. On verra. Salut!